la découverte qu'il y a une logique du vivant par le biais de la biologie jusqu'à aujourd'hui la biologie moléculaire, eh bien, la logique du vivant prépare une maîtrise du vivant. C'est-à-dire que puisqu'on a découvert qu'il y a des lois qui font fonctionner celui-ci, ce vivant, eh bien, comment se servir de ces lois pour éventuellement intervenir dessus. Et c'est là que vont commencer à prendre place, non pas simplement des techniques de sélection, comment dire, de type un peu ordinaire, hein, mais de sélection qui vont travailler à l'échelle de la cellule, à l'échelle en fait minuscule, pour être simple, et qui vont développer ce qu'on appellera donc des biotechnologies. Oui, alors modifier le vivant, ça n'a rien d'extraordinaire, puisque c'est ce que les animaux et les plantes ont fait entre eux, et l'homme a fait de façon de plus en plus systématique depuis la naissance de l'agriculture et de l'élevage, bien sûr, et notamment pour rechercher des meilleures caractéristiques. Ils ont été amenés à faire des croisements particuliers, et donc de génération en génération à obtenir des résultats meilleurs. Et quand je dis ça, vous pouvez penser aussi bien à un animal comme la vache laitière ou à une plante comme le blé, qui n'a rien à voir avec le blé de nos ancêtres, ni la vache non plus, mais aussi avec des micro-organismes. Et finalement, aujourd'hui, on parle de biologie de synthèse pour dire quelque part qu'on essaie d'injecter encore plus de rationalité dans notre processus, encore plus d'efficacité, de façon à ne pas attendre, comme on le fit pour les vaches laitières par exemple, un certain nombre de milliers, enfin de siècles, voire de millénaires, pour voir une amélioration sensible des caractéristiques. Donc aujourd'hui, on va travailler évidemment surtout sur des micro-organismes comme la levure, pour obtenir nos caractéristiques souhaitées dans un délai raccourci. Et c'est finalement ça, c'est cette histoire de technologie dans laquelle technologie du vivant dans laquelle on essaye d'améliorer notre propre efficacité. La sélection des paysans, c'était finalement orienter la sélection naturelle, mais avec des processus qui avaient les mêmes défauts, qui sont aussi des qualités, c'est-à-dire la lenteur. Le temps d'observer, de se reprendre, de continuer, d'aller à droite ou à gauche. Tandis que ces systèmes-là sont des systèmes totalitaires, ultra rapides, qui prétendent modifier d'un seul coup, par exemple, le maïs. Tac. Et qui, comme évidemment il y a de l'argent à la clé, parce que celui qui est propriétaire du brevet va toucher des royalties tous les ans, puisqu'on n'a pas le droit de replanter les graines qu'on a récoltées. Donc c'est des sommes considérables, et c'est en train de s'appliquer aujourd'hui à toute l'agriculture, et c'est en tractation pour l'appliquer aux animaux domestiques. La grande sélection en fait, du vivant par nos prédécesseurs, justement, elle faisait partie d'un patrimoine commun. Il faisait partie du patrimoine commun en fond des hommes, enfin par leur culture interposée, que d'exercer une forme de maîtrise sur les formes différentes du vivant et sur leur sélection, leurs améliorations. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on peut, par le biais justement de ces financements privés, déléguer à quelques-uns, donc très très peu, le choix d'orienter en fait les formes que le vivant devrait prendre, sans que les autres en fait, puissent le faire. Déjà, quand on a commencé à manipuler le vivant, les réactions ont été très fortes. Et je pense, en retour, d'une utilisation mercantile et peu précautionneuse de la technologie. C'est-à-dire, c'est les fameuses premières plantes modifiées génétiquement qui ont été commercialisées, avec des variétés qui interdisaient la culture des semences derrière, donc avec un objectif affiché qui était d'assurer un maximum de rentabilité aux gens qui vendaient la semence. Donc ça n'avait pas de sens pour la communauté des agriculteurs. Donc de ce côté-là, la biologie de synthèse, semble-t-il, est partie sur de meilleures bases, c'est-à-dire qu'on essaye de promouvoir la réponse à des problèmes de société en prenant en compte dès le démarrage des projets ce problème d'éthique. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui un groupe de biologie de synthèse, en tout cas dans ce que je connais de la communauté, revendique de commercialiser un organisme génétiquement modifié à seule fin de profit. Il faudrait quand même qu'il y ait un bénéfice attendu pour la communauté qui va l'utiliser.
plutôt que de parler de fabrication, ce qui, du point de vue de la pratique, n'est pas correct, j'ai envie de parler de domestication. Et ça me semble être un mot très important, parce que finalement, on domestique les micro-organismes aussi, et pas seulement les vaches et les plantes, le blé. On les domestique, et ceci établit un rapport de négociation. Car enfin, quelle que soit votre volonté de superpuissance en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas faire à la vache ce qu'elle ne peut pas ou ne veut pas faire, et donc vous devez négocier avec la vache. Alors ceci est aussi une attitude par rapport au vivant. Effectivement, je pense que l'homme a été assez loin dans sa volonté d'imposer sa loi, mais je suis en train de dire, même ceux qui veulent aller dans ce sens-là ne peuvent pas se contenter de cette approche, il faut négocier. Une plante génétiquement modifiée, est-ce que c'est une plante ou est-ce que c'est un outil? C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore devant de la nature ou est-ce qu'on est devant de l'artifice? Puisqu'au fond, la notion d'outil, elle renvoie une civilisation en fait technique qui cherche à les mettre en œuvre. Et c'est vrai que avec la possibilité qu'on a, enfin la possibilité qui nous appartient de cette façon aujourd'hui de pouvoir modifier le vivant à cette échelle infinitésimale, on brouille les frontières entre ce qui est le naturel et ce qui est l'artificiel. C'est très compliqué, effectivement. C'est une notion nouvelle, ce principe de précaution. Moi, quand j'ai travaillé sur la fécondation in vitro, ça n'existait pas. Le mot bioéthique non plus n'existait pas. Le principe de précaution, qui est maintenant dans la Constitution française, est un principe d'action, et pas du tout un principe d'inaction, comme certains ont voulu le comprendre. C'est-à-dire, on ne sort plus de chez soi parce qu'il y a toujours le risque, quand on traverse une rue, et même quand on ne traverse pas une rue, de se faire renverser par une voiture. C'est un principe d'action qui veut que quand il reste des doutes sur un point, on ne se précipite pas à faire, mais on se précipite à mieux comprendre, mieux évaluer, et après éventuellement à faire ou ne pas faire. Nous avons une forme de responsabilité dont la signification change un tout petit peu. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui non seulement responsables de ce qui a pu être fait, mais il nous incombe, vu l'ampleur des moyens qui sont à notre disposition, d'exercer une responsabilité à l'égard de ce qui n'est pas encore. Donc c'est vrai qu'il y a certains types de recherches qui interrogent. Alors déjà au niveau de leur mise en œuvre, pourquoi elles sont faites, et après au niveau de leur divulgation. Est-ce qu'il est bon de porter à la connaissance de la communauté tous les détails sur comment rendre un virus 10 ou 100 fois plus virulent ? Moi, je pense qu'on peut respecter, dans une certaine mesure, le principe de précaution. Donc, j'ai envie de répondre par il faut respecter la loi dans l'esprit et non pas à la lettre. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut des scientifiques éduqués, à la fois scientifiquement mais éthiquement, qui permet parfois de prendre des risques, d'imaginer des solutions, mais tout en respectant les principes de sécurité qui fait qu'on va limiter les chances d'accident. Donc quand on modifie du vivant, si je reviens à un exemple simple de concours de la machine génétique modifiée, ça va être de prévoir très en amont, dès la conception du projet, l'élimination de l'organisme génétiquement modifié. Donc je pense qu'il y a un consensus en France sur, puisque la société n'est pas prête à utiliser des organismes génétiquement modifiés, il n'y a pas de raison d'aller contre ce refus. Donc il faut se débrouiller pour que ce soit acceptable. Comment ça peut être acceptable d'utiliser des organismes modifiés si l'opinion publique ne veut pas qu'ils soient relargués dans l'environnement, peu importe si le risque est réel ou pas, eh bien, soit on leur fait produire des substances et on purifie ces substances, et c'est déjà le cas pour de nombreux médicaments.
l'insuline, l'hormone de croissance. Je pense que la communauté française accepte volontiers ces médicaments, bien qu'ils soient produits par des organismes modifiés. Pourquoi? Parce qu'ils sont confinés en laboratoire, enfin en laboratoire ou en hall de production, et qu'on les élimine une fois qu'ils ont accompli le job. Et puis l'autre chose, dans l'autre domaine par exemple de la dépollution, c'est d'imaginer des procédés où, une fois que les bactéries ont fait le job, on les élimine. Donc ça va être, par exemple, le projet iGEM proposé par l'INSA de Lyon cette année, c'est la production massive de nanomatériaux à la surface de la bactérie. Ces nanomatériaux peuvent être customisés, personnalisés avec des motifs qui vont permettre de capturer les polluants. Une fois que la bactérie a mis en place son matériau, on la tue. Donc on va utiliser le matériau et on n'aura plus le problème de la bactérie vivante. Et on peut aller même au-delà, c'est-à-dire que non seulement on va tuer l'organisme recombinant, mais en plus on va dégrader son matériel génomique. Donc on ne relarguera jamais ni la bactérie vivante, enfin jamais, avec toutes les réserves qu'on a évoquées, accidentelles, ni l'organisme modifié, ni son matériel génétique. Donc avec des guides comme ça, de telles règles, l'accident devient vraiment improbable et on peut mettre des couches supplémentaires de sécurité qui le rendent du coup vraiment hautement improbable. Un des aspects intéressants de la biologie de synthèse de ce point de vue, c'est justement qu'elle mêle de façon forte la modélisation d'un phénomène biologique par voie mathématique, avec ensuite simulation numérique grâce à l'ordinateur, qui nous permet de prédire un certain nombre de choses, de propriétés d'un objet, d'un artefact à base biologique qui n'existe pas encore. Je ne suis pas en train de vendre l'idée que c'est parfait, puisque ce modèle, il est pris dans un certain ensemble, un contexte dans lequel on dit « je considère la cellule » ou alors « je considère la cellule dans son fermenteur », mais il ne dit pas « je considère l'ensemble de l'écosystème terrestre », ce qui serait impossible du point de vue simplement du modèle comme de la simulation. Et donc, il ne dit pas « si jamais cette levure, soi-disant ne devait pas survivre, tombe là où il y a un certain champignon que je n'ai même pas encore identifié, et qu'une symbiose s'installe, que va-t-il se passer ?» Donc, je pense que les réglementations sont là pour ça aussi, et toutes les méthodes de confinement sont là aussi, de façon à ce que nous puissions quand même avancer, mais que nous ne mettions pas en danger le biotope dont nous faisons partie. Et je crois que s'il y a beaucoup de questions en fait, qui se soulèvent, qui sont de type éthique, qui sont de type économique, qui sont de type symbolique, qui sont de type politique, eu égard en fait à tous ces vivants transformés, hein, donc qui sont des artefacts en même temps en fait qui sont du vivant, enfin des êtres hybrides d'une certaine façon. Bien s'il y a tant de questions, c'est à mes yeux parce que finalement c'est parce qu'on transpose la logique du laboratoire sur celle des territoires, alors que c'est pas du tout la même. Donc peut-être ce qu'il y a de terrifiant avec le vivant, c'est que le vivant, il y a, comment dire, adaptation, mais un matériau s'adapte aussi. Hein. Quand on appuie sur un matériau plastique, il peut ou non se déformer. Donc il y a quand même une certaine forme d'adaptation. Mais derrière, c'est la capacité à proliférer. Donc ça, il y a peut-être, de mon point de vue, une analogie avec la physique nucléaire, qui sont les deux grandes peurs dans l'imaginaire, et pas seulement dans l'imaginaire du XXIe siècle. Et donc, c'est peut-être pas spécifique à la biologie, cette capacité à réagir en chaîne et qu'on ne puisse plus intervenir derrière pour stopper la réaction. Maintenant, on peut sous-traiter. C'est-à-dire que vous pouvez, derrière votre ordinateur, ou j'ai très récemment une appli est sortie, là, sur votre smartphone, assembler les séquences ADN qui vont bien pour créer une nouvelle fonctionnalité, un nouveau gène. Et donc ça, vous sous-traitez la fabrication à une des innombrables sociétés de fabrication d'ADN
de synthèse d'ADN qui existent dans le monde. Donc, comme pare-feu à ce type d'exercice, qui peut être quand même un petit peu dangereux, puisqu'on peut faire synthétiser, pourquoi pas le virus de la variole, il y a un blacklist. Donc les sociétés ont un certain nombre de gènes qu'elles n'accepteront pas de synthétiser, qui sont des toxines connues, des gènes viraux, où on va vous demander quand même un petit peu qui vous êtes, pourquoi vous voulez faire ça. Donc il y a quand même une surveillance qui s'exerce, et par les organismes de sécurité américains, français, du monde entier. Il faut qu'une compagnie biotechnologique qui démarre puisse survivre, voire commencer à gagner de l'argent. En général, c'est relativement tard d'ailleurs, c'est après un certain nombre d'années que ça devient possible. Mais enfin, il le faut parce que sinon, ça n'a même pas de sens. Il faut qu'elle puisse gagner de l'argent, continuer à faire de l'innovation, etc. pour vivre, pour créer des emplois et pour avancer dans le projet un petit peu global. Et là, si je reviens à la biologie de synthèse, le projet global, c'est quand même... Écoutez, on vit d'une manière qui n'est pas tout à fait adaptée à notre environnement, puisque finalement, on tire des ressources fossiles pour notre énergie, et puis elles ne peuvent pas se renouveler. Il faut un certain nombre de millions d'années pour qu'elles se renouvellent, et on ne peut pas les renouveler. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses que l'on fait normalement à partir du pétrole, du gaz de schiste et du charbon, que l'on ne pourrait pas faire plutôt avec des ressources renouvelables? Il y a énormément de travaux sur la dépollution, beaucoup de travaux sur la production de ressources, en particulier énergétiques, bien sûr. Alors que ce soit des panneaux pour remplacer les panneaux photovoltaïques avec du vivant, que ce soit de la production d'ersatz à la pétrochimie, l'extraction des énergies fossiles, et beaucoup de choses sur la dépollution. L'idée de passer de ressources fossiles aux ressources renouvelables est quelque chose qui va servir l'ensemble de notre écosystème dont nous sommes partie prenante. Bon, ça, c'est clair. Ensuite, lorsque un nouveau médicament est mis sur le marché à un coût moindre, comme ça a été le cas pour l'artémisine, qui est un médicament anti-malaria, cela concerne 1,5 milliard d'êtres humains. Même si aujourd'hui la production qui se fait par la levure en l'occurrence dans des fermenteurs, plutôt que, pas plutôt d'ailleurs, mais en plus de l'habituelle récolte annuelle par une plante qui s'appelle l'armoise, mais qui ne suffit pas à produire assez d'artémisine de bonne qualité et le coût est trop important par rapport au coût que peut mettre l'Africain moyen atteint de malaria. Bon, dans un cas comme ça, ça sert potentiellement, quand ils arriveront à monter la production suffisamment, 1,5 milliard d'êtres humains. Contrairement à ce que les gens imaginent, les chercheurs ne choisissent pas leur sujet de recherche. Il est choisi par d'autres, c'est-à-dire il y a des sujets qui sont postés sur lesquels il y a des appels d'offres. Et les gens se battent, les laboratoires se battent pour obtenir de recevoir le fric qui va avec l'appel d'offres. Donc là-dedans, ils choisissent rien. Ils choisissent rien, alors ils pourraient dire que ça les innocente, c'est d'autres qui ont choisi. Mais c'est un petit peu facile quand même. Et si on veut une recherche, qui ne soit pas axée sur les profits, il faut conserver une recherche dans les établissements publics. Une entreprise va chercher à développer des produits qui lui rapportent de l'argent, c'est normal. Pour un scientifique et pour un ingénieur, en fait, la question que ça pose, c'est de ne pas oublier que la recherche, même si elle est, confinée le temps de la recherche en laboratoire, elle est inscrite, par le biais de ses financements, par le biais de ceux qui y vivent aussi, dans le champ social et politique. Et donc, ne serait-ce que d'avoir un tout petit peu de réflexivité, c'est-à-dire de s'interroger sur les conditions de mon travail, ce qui les rend possibles, y compris du point de vue du financement, et de son impact, eh bien ça serait déjà pas mal pour ne pas être complètement, soit aveugle, soit dans l'illusion.
il n'est pas possible de dire non, ne touchez pas à cette levure, qui est un micro-organisme, après 40 000 ans où on a modifié, utilisé, entre guillemets, des plantes et des animaux, et parmi les animaux, des mammifères, qui nous sont extrêmement proches, qui nous sont proches de nombreuses façons, pas seulement physiologiques et biologiques, mais avec lesquelles nous communiquons de façon souvent très naturelle. Donc, je ne peux pas trancher, évidemment, parce que ce n'est pas ma spécialité, je ne peux pas non plus même poser le problème correctement, parce que ce n'est pas mon expertise. Mais ce que je ressens, c'est que que ces choix ont été faits il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, et que maintenant, ce qu'on essaie juste de faire, c'est de poursuivre notre progression dans l'efficacité de ce que nous faisons, et aussi à travers la compréhension du vivant, dans notre capacité à mieux négocier et à nous inspirer du vivant. C'est assez dramatique. Par exemple, aujourd'hui, il devient quasi impossible de trouver une variété de maïs sauvage, comme il était il y a encore 20 ans, toutes les variétés étaient comme ça. Le Mexique avait, je crois, 800 variétés. Aujourd'hui, elles sont infestées par les OGM, parce que c'est contaminant, ce machin-là. Et comment revenir en arrière? On peut mettre un OGM dans une plante, mais on ne peut pas le retirer. Donc, on peut arriver à la disparition de certaines variétés parce que tout va être rendu transgénique. Donc ça, c'est déjà inquiétant, parce que ces variétés, comme je disais, sont plus fragiles. Elles sont adaptées temporairement à un milieu, mais en général, elles ne résistent pas à des changements importants de l'environnement. Donc, c'est nous mettre en état de fragilité. Ça va être pareil avec les animaux. On va nous faire des vaches transgéniques qui produiront 2 fois plus de lait. Bon. Et alors? Si c'était une uniformité en fait, qui était décidée par les peuples et par chacun de ceux qui y vivent, c'est autre chose que ce soit une uniformité qui soit imposée sans que jamais elle soit discutée. Donc moi, la question, elle est plus là. C'est comment je plaide plutôt pour une réappropriation par le social et par le politique, en fait, des questions liées à l'expansion des biotechnologies, non pas par anti-scientisme primaire ou par anti-technique a priori sceptique, mais je pense qu'on ne peut pas non plus être un techno-euphoriste. C'est-à-dire que il peut y avoir quelque chose de fascinant dans les biotechnologies, il peut y avoir aussi quelque chose d'euphorisant qui consisterait à croire, faites-nous confiance. Je pense que la confiance, elle est aussi une construction, en fait, et elle mérite de cette façon d'être protégée pour pouvoir construire un monde commun. Si j'ai une solution d'ingénierie, mais que la communauté n'est pas prête à l'accepter, jusqu'à quel point je dois communiquer et essayer de convaincre? Parce qu'il y a quand même cette barrière un petit peu entre la connaissance, les gens qui l'ont, et les gens qui ne l'ont pas. Donc quelque part, c'est comme la relation de confiance du médecin et du patient. Donc parfois, le public croit les gens en qui il a confiance. Donc il faut gagner cette confiance. Il faut que l'expert soit crédible par peut-être une longue histoire où il a montré qu'il a toujours œuvré pour le bien de la communauté. C'est vrai que moi, ça, c'est le genre de problème que je peux me poser, surtout quand on n'est pas soi-même complètement convaincu. On est humain, on a des doutes. Quand on encadre des projets de machines génétiquement modifiées, dans le cadre du concours iGEM, on associe des gens, des humanités, comme on appelle ça à l'INSA. Donc des gens qui réfléchissent sur l'histoire des sciences, sur l'histoire de l'économie, sur une approche un peu plus philosophique du problème, de façon à être toujours... que le projet s'inscrive toujours dans une circulation entre le problème de société, les risques qui sont pris, l'éthique, la réalisation pratique, bien sûr, la simulation, pour qu'au démarrage, avec les outils dont on dispose, on puisse anticiper le comportement de l'organisme qu'on modifie. Et c'est effectivement, en termes d'énergie
intellectuelle, en termes d'énergie symbolique, enfin en termes de sursaut éthique, de cette façon. Il y a là une tâche qui est énorme. Bergson, c'était un philosophe du début du XXe siècle, disait que finalement ce qui a rendu la seconde révolution industrielle possible, c'était l'exploitation en fait, des énergies fossiles. On peut se demander si aujourd'hui l'énergie dont on aurait besoin après l'énergie atomique, ça serait pas ce qu'il appelait lui une énergie spirituelle, donc une énergie en tout cas de type, alors on peut dire éthique, mais éthique, politique et symbolique, qui réinstalle comment dire l'ensemble de ces biotechnologies, eh bien dans une compréhension en fait portée par les intérêts des hommes dans leur pluralité. En réaction à tout ce possible, donc toute cette technologie qui nous permet de créer, de modifier, et c'est vrai que c'est un côté à la fois extrêmement excitant et effrayant, se développent des réactions. Donc vous avez des gens qui, par exemple, se réclament être des chimpanzés du futur par rapport à cette augmentation de l'être humain. Eux disent... Nous préférons rester des chimpanzés. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le rapport à le principe d'action sur notre environnement. C'est vrai que être augmenté d'un exosquelette ou d'une molécule dont on est dépendant change notre perception du monde. Alors c'est vrai qu'une modification génétique, quand elle est intégrée au génome, normalement elle ne bouge plus. Donc il n'y a plus normalement de médicaments à prendre, où on n'est pas dépendant d'une mécanique extérieure. Donc ça, de ce côté-là, il y a peut-être une spécificité. Mais j'imagine mal un monde où les couples devraient dépendre d'un élevage où on garantirait le matériel génétique libre de maladies, avec les caractéristiques souhaitées. Ça, je pense que ça fait peur à beaucoup de monde et ça explique la violence de certaines réactions. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me fait peur. Idem, des choses qui ont été développées il y a 30 ou 40 ans, sur la matrice artificielle qui permet d'élever des êtres humains extra-utéraux, pour moi, c'est quelque chose d'effrayant. Beaucoup de mes collègues et moi-même partageons l'idée qu'il ne faut surtout pas s'amuser à croiser l'agenda du transhumanisme et celui de la biologie de synthèse. Et que ce devrait même peut-être apparaître comme une charte, ou un code de conduite au minimum. Code de conduite étant un peu auto-organisé par les chercheurs, mais on peut aller plus loin et introduire une charte qui a un côté plus engageant et officiel. Ça, c'est du côté du chercheur. Maintenant, du côté du citoyen, pour ma part, je ne suis pas extrêmement enthousiaste, je ne suis pas enthousiasmé par le transhumanisme. Je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui voient assez loin et qui posent le problème. Parce que ça fait réfléchir tout le monde, enfin ceux que ça intéresse du moins, ça les fait réfléchir, et ça leur fait éventuellement dire, comme à moi par exemple, non. Et non pour cette raison, etc. Donc c'est pas mal de poser le problème. Ce serait une mauvaise idée que de s'engager trop fortement là-dessus. En même temps, je ne nie pas l'ambiguïté de la situation, qui fait qu'au fond, on peut dire que si je suis myope, le fait de porter les lunettes ou des lentilles m'augmente déjà un petit peu. Après, je change de lunettes et je vois la nuit. Est-ce que je dois interdire l'un, permettre l'autre? C'est une vraie question. Et c'est donc une question difficile parce que les frontières sont difficiles à établir. Voilà. Donc voilà, je me sens maintenant en tant que citoyen, donc je me sens en recul par rapport à ça, mais je ne nie pas l'intérêt que des exaltés ou même des gens raisonnables, pourquoi pas, posent le problème parce qu'il faut justement qu'il soit mis dans le débat public. Si la technologie commence à permettre certaines choses, alors il faut que ce soit discuté. Il faut savoir qu'on ne sait à peu près rien, que ce soit sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement des gènes, on sait à peu près rien. Il y a plein de connaissances nouvelles qui arrivent, il y a des bouquins, des articles, des machins, mais c'est essentiellement descriptif. On peut dire qu'on en est à l'anatomie de l'ADN, mais on n'en est pas à la physiologie. L'anatomie, on décrit, donc c'est un peu comme le corps humain au Moyen-Âge.
On faisait de l'anatomie, on décrivait tout dans le détail, les vaisseaux, les nerfs, les machins, mais on ne comprenait pas bien le fonctionnement. Il a fallu quelques siècles, et on ne sait évidemment pas tout, mais l'ADN, on ne sait pas du tout comment ça marche. Tout ce qu'on apprenait il y a 50 ans, un gène donne une protéine qui commande un caractère, c'est absurde. Aujourd'hui, on sait que c'est absurde. C'est ça qu'on apprenait à la fac. Bon, aujourd'hui, on dit il y a des gènes qui produisent pas de protéines, il y a des gènes qui produisent des protéines différentes selon le moment où, il y a des protéines produites par plusieurs gènes, et tout ça, en plus, est soumis à l'environnement qui va, par les facteurs épigénétiques, modifier le travail des gènes. Bon, c'est un truc complètement... Et on ne connaît rien de tout ça. Donc on fait semblant de croire, parce qu'on a trouvé le gène de la mucoviscidose, de la myopathie, on sait quel est le chromosome en trop qui fait la trisomie 21. Bon, on fait semblant de croire qu'on sait... Mais on en est au b.a.-ba. Or, on veut déjà, avec ces rudiments de science, on veut déjà transformer l'humain. Et ça, c'est vachement inquiétant. Je pense que le rôle des scientifiques et des ingénieurs, c'est de réfléchir à des solutions et de les proposer, et que pour la mise en œuvre, là, il faut qu'il y ait des comités d'éthique qui guident le seuil auquel on accepte ces solutions. Parce que sinon, on trouvera toujours des gens pour les mettre en œuvre. Mais je pense qu'il existe déjà des lois éthiques en France, en Europe, qui permettent de garantir au moins certains, de se prémunir contre certains comportements déviants. Alors la responsabilité sur le domaine propre, vous dit, elle ne peut être prise à mon avis que par la société. Et c'est pour ça qu'avec Sciences Citoyennes, on se bagarre pour faire reconnaître des procédures qui permettent aux gens ordinaires, de donner un avis intelligent sur est-ce qu'on peut faire ça ou est-ce qu'il ne faut pas le faire, par exemple. Alors c'est assez facile pour les OGM, pour les nanotechnologies, le nucléaire. Et les gens, là-dedans, sont tirés au sort pour pas qu'ils aient d'intérêt particulier à défendre. Donc c'est vraiment du tout venant. Mais ils acceptent une formation. Et cette formation, elle est contradictoire. C'est le point fondamental. On leur sert pas la messe en leur disant, voilà, c'est comme ça. Le nucléaire, c'est formidable, ça produit de l'énergie électrique. Non, on leur dit, il y a aussi des problèmes. On leur explique tout. On fait venir des gens qui exposent des différents points de vue. Les citoyens discutent entre eux et ils rédigent un avis. Voilà. Alors ça s'appelle les conférences de citoyens. Et ça me paraît être la seule solution démocratique et prudente pour faire respecter le principe de précaution et pour mettre de la responsabilité dans ce qu'on fait dans la recherche. Alors évidemment, cette solution, on a beaucoup de mal à la faire valoir. Il faudrait qu'elle soit dans la loi, qu'elle soit reconnue, qu'elle soit contrôlée, qu'on ne fasse pas n'importe quoi comme procédure. Nous, on a rédigé un projet de loi en 2007, donc ça fait 7 ans. L'Assemblée nationale ne s'en est pas emparée. Les députés préfèrent écouter les lobbies, apparemment, que écouter la population. La population informée, je dis bien, c'est pas de la démagogie. Les gens, au départ, ils disent des conneries, c'est évident. Mais s'ils acceptent de travailler sur un sujet, ils deviennent supérieurement intelligents. Et ils deviennent avertis des choses et ils deviennent altruistes aussi. C'est-à-dire ils sont capables de proposer des solutions qui ne sont pas pour leur bien à eux, mais pour le bien de l'humanité et des générations futures. C'est le truc rêvé.